Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier dialogue littéraire de l'année 2014. Dans cette émission, nous retrouverons Julien qui nous présentera quelques-uns de ses coups de cœur. Mais avant cela, retour sur deux rencontres exceptionnelles qui ont eu lieu à la librairie en compagnie d'Éric Reinhardt et de Riyad Satouf. Avec L'amour et les forêts, Éric Reinhardt magnifie l'existence d'une lectrice prisonnière d'un enfer conjugal. L'amour et les forêts est un récit poignant dans lequel la volonté d'être libre se dresse contre l'avilissement. On retrouve tout de suite Éric Reinhardt en compagnie de Laurence. Éric Reinhardt, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous venez aujourd'hui nous présenter L'amour et les forêts, un livre qui vient de paraître aux éditions Gallimard. Et c'est un roman bouleversant dans lequel vous nous plongez au cœur d'un drame intime, celui de Bénédicte Ombredane, qui est donc l'héroïne de ce roman et qui subit un harcèlement conjugal. Ce personnage de Bénédicte Ombredane, on la découvre dans le roman d'abord comme une lectrice, une de vos lectrices. Et ensuite, au deuxième chapitre, elle se transforme en personnage romanesque. Comment ça s'est imposé et pourquoi avoir choisi de montrer cela dans le roman, cette lectrice qui devient héroïne? Alors vous en parlez très bien parce que c'est exactement ça que je voulais faire. C'est-à-dire de voir dans un premier temps une femme de l'extérieur, du monde réel, professeur de français vivant à Metz, 36 ans, mère de 2 enfants, et dans une conversation avec l'écrivain. Et puis dès le second chapitre, on la voit se métamorphoser en personnage de roman, en héroïne romanesque, parce qu'elle m'aurait raconté sa vie. Et de fait, je suis parti pour écrire ce roman de plusieurs rencontres que j'ai faites avec des femmes harcelées par leur mari. Tout a commencé par une lectrice qui m'a envoyé une très belle lettre à laquelle j'ai répondu. Et puis, plusieurs années plus tard, j'ai fait d'autres rencontres, et notamment une femme dans un train qui m'a demandé de raconter sa vie. Il se trouve que c'était aussi une histoire de harcèlement conjugal, mais aucune des femmes qui m'a parlé ne peut dire Bénédicte Ombredane, c'est moi. Bénédicte Ombredane, que nous découvrons au fil du roman, elle nous apparaît comme un personnage assez ambivalent. On a souvent l'impression qu'il y a plusieurs femmes en une, et c'est vraiment renforcé par le fait qu'il y a plusieurs narrateurs successifs qui vont nous raconter ce personnage, nous raconter cette femme. Pourquoi avoir choisi cette forme-là avec ces différents narrateurs ? Parce que c'est l'une des thématiques et l'une des lignes de force du livre. Ce n'est pas un livre seulement sur le harcèlement conjugal, c'est la question de savoir qui on est vraiment. C'est le fait qu'on ait plusieurs personnes simultanées qui peuvent se contredire parfois. C'est vrai que Bénédicte Ombredane, on ne sait pas très bien qui elle est parce qu'elle est très intérieure, très secrète. Ce n'est pas la même Bénédicte Ombredane sous mon regard, sous le regard de son amant, sous le regard de son mari et sous le regard de sa sœur. Et moi je trouve ça très intéressant qu'on puisse tourner autour de mon personnage pour en voir et en apercevoir les différentes facettes et donc les contradictions. Et puis à travers ce livre, il y a une autre question cruciale, peut-être même fondamentale, c'est celle de la création et de ce qui pousse à la création littéraire en particulier. Pour Bénédicte Ombredane, on a le sentiment que c'est son absence d'émancipation qui lui donne cette envie, ce besoin d'écrire. Pour vous, Éric Reinhardt, qu'on découvre au début du livre, on a le sentiment que c'est de l'indignation, de la révolte face à ce qu'elle vit qui vous pousse à raconter son histoire. Est-ce qu'on peut généraliser? Est-ce qu'à l'origine de toute création littéraire, pour vous, il y a un sentiment d'indignation? Ouais, ça je le dis toujours. Moi, ça part toujours de là. L'amour et les forêts, en effet. Quand ces femmes m'ont raconté leur histoire, elles que je voyais si sensibles, intelligentes, avec du charme, très cultivées, donc il y avait tout pour être heureuse. Et ces femmes qui me racontaient qu'elles ne l'étaient pas, parce qu'elles ne parvenaient pas à s'accomplir dans leur vie, à cause de leur mari en fait, qui les rendait malheureuses et vraiment les empêchait de se déployer. Voilà, il y a quelque chose en moi qui, voilà, toutes les fois que ces histoires m'ont été dites, voilà, c'est insurgé. Et c'est de là que naît le désir d'écrire ce livre, qui rende justice à la beauté bafouée de ces femmes harcelées.
Poursuivons maintenant en compagnie de Riyad Sattouf. Avec L'Arabe du futur, le cinéaste et dessinateur revient sur son enfance. La famille Sattouf a vécu en France puis en Libye avant de s'installer en Syrie, berceau des Sattouf. Malmené par ses cousins, le jeune Riyad découvre la rudesse de la vie paysanne traditionnelle. Son père, lui, n'a qu'une seule idée en tête, que son fils Riyad aille à l'école syrienne et devienne un arabe moderne et éduqué, un arabe du futur. On le retrouve tout de suite en compagnie de Laurence. Riyad Sattouf, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous venez aujourd'hui nous présenter le premier tome de L'Arabe du futur, une bande dessinée qui est parue aux éditions Alary et dans laquelle vous nous racontez votre enfance entre un père syrien et une mère bretonne dans la Libye de Kadhafi et la Syrie d'Hafez al-Assad. Alors, avant tout, pourquoi avoir choisi de raconter votre enfance à travers cette bande dessinée et quel était l'enjeu pour vous de ce récit autobiographique ? En fait, ça fait de nombreuses années que j'avais envie de raconter ces années au Moyen-Orient au travers d'une bande dessinée, mais j'avais du mal à trouver un ton, à trouver un angle qui me convienne en fait. Et c'est surtout, je pense, parce qu'il me manquait une fin à l'histoire. C'est-à-dire, bon, c'est dans le processus de l'histoire, hein, mais en fait, quand la guerre a commencé en Syrie, la guerre civile, j'avais une partie de ma famille qui habitait encore à Homs, dans le village juste à côté du village où on avait habité, et j'ai dû les aider à venir en France. Et en fait, j'ai eu beaucoup de difficultés à leur obtenir les autorisations en France. Et je me disais que si j'arrivais à leur obtenir les autorisations, ça me donnerait une sorte de fin symbolique, et j'allais pouvoir raconter toute l'histoire depuis le début. Le récit de ce premier tome de L'Arabe du futur, il s'étend de 1978 à 1984, soit de votre naissance à vos 6 ans, et on ne peut s'empêcher d'être stupéfait de la précision de vos souvenirs. Alors, est-ce que votre mémoire s'est reconstruite naturellement par le dessin ? Alors c'est assez marrant, oui, en fait, j'ai de bien meilleurs souvenirs de ces années-là que du train il y a 1 heure, par exemple. Alors bien sûr, moi j'ai reconstitué les dialogues, parce que je n'ai pas des souvenirs précis des conversations, mais toutes les scènes du livre viennent d'un vrai souvenir, en fait, à chaque fois. En plus, je tenais vraiment à partir de cette mémoire, parce que je voulais provoquer une réaction auprès de mes proches, par exemple, et qu'ils puissent me dire « mais non, mais là, c'est pas ça », ou qu'ils puissent commenter le truc. Voilà, je ne me suis pas renseigné auprès de mes proches avant. Alors, votre petite enfance que l'on découvre au fil des pages de L'Arabe du futur, vous l'avez passée entre votre mère bretonne et votre père syrien. Votre père qui est au centre du récit de ce premier tome, c'est un homme idéaliste, fasciné par le panarabisme, pétri de contradictions et que vous admirez beaucoup étant enfant. Alors, est-ce qu'à travers ce livre, vous souhaitiez d'une certaine façon lui rendre hommage ? En fait, ce qui m'intéresse dans toutes mes bandes dessinées ou dans mes films, c'est la transmission de l'adulte à l'enfant. Le meilleur exemple à explorer, et c'était l'exemple que je n'avais jamais exploré, c'était le propre rapport de l'enfant que j'ai été avec mon père. Et c'est marrant que vous me disiez cela, parce que j'ai des gens souvent qui me disent « mais c'est un portrait incroyablement cruel de votre père, extrêmement dur, vous le détestez en fait ». Et il y a des gens aussi comme vous qui me disent « mais c'est un portrait touchant ». Et je trouve ça bien que le lecteur... Et chaque lecteur a sa vision de la chose. Alors l'Arabe du futur, celui que votre père souhaitait que vous deveniez, cette construction de l'Arabe du futur, elle passait pour lui avant tout par l'éducation. L'éducation, c'est aussi un thème très important dans toute votre œuvre. Dans quelle mesure est-ce que c'est un moteur de la création pour vous ? Disons que le personnage de mon père, enfin dans le livre, mon père était comme ça, mais c'était quelqu'un qui était issu d'un milieu très pauvre et qui, grâce à l'école, avait réussi à, entre guillemets, devenir quelqu'un. Mais d'un autre côté, il n'était absolument pas pour la liberté, il n'était pas pour la démocratie, il était pour la peine de mort, et il rêvait de faire un coup d'État. Enfin, il y avait cette dualité, ces paradoxes. Et je trouve ça marrant d'explorer ces sujets-là, parce qu'en Syrie, les gens, il y avait un système éducatif qui fonctionnait très très bien, et les gens arrivaient à sortir de leurs conditions. Mais qu'est-ce qu'ils apprenaient? Et c'est ces choses-là que j'ai envie d'explorer dans ce livre. Voilà. De retour à la librairie, je vous propose tout de suite de retrouver Julien pour sa sélection de coups de cœur. Bonjour Julien. Bonjour Mathilde. Alors je crois que tu as choisi de nous présenter des livres qui t'ont particulièrement marqué en cette rentrée littéraire. Tout à fait.
Et j'ai sélectionné un littérature française, un littérature étrangère et un album qui est assez étonnant, vous allez voir. D'accord. Alors, ton premier choix? Mon premier, Hélène Gestern, Portrait d'après blessure aux éditions Arléa. Hélène Gestern, je la suis depuis déjà plusieurs années, depuis Eux sur la photo qu'elle avait fait il y a 3 ans. Et on va suivre Héloïse et Olivier. Ils sont dans le métro, ils attendent, il y a une bombe qui explose. Un journaliste passe par là, les prend en photo. Mais malheureusement, cette photo que le journaliste a prise va être lancée comme une bombe, à la fois dans la presse et sur Internet, et va bousiller leur vie. Et je crois qu'elle s'initie son plus beau roman. Je lui ai envoyé un mail d'ailleurs pour le lui signaler, et elle m'a expliqué que le rapport à la photo était essentiel pour elle, et elle a un lien, un blog qui va de pair avec le livre et ses livres. Alors, je crois que ton deuxième choix, c'est un roman de littérature étrangère. Nell Leyson, La couleur du lait, aux éditions Phébus. Là, on est au milieu du 19e siècle, on est en Angleterre, et c'est l'histoire de Marie, une jeune femme de 15 ans. Et quand le révérend du village demande au père de Marie de venir l'aider, elle se retrouve à aider la femme du révérend. La femme du révérend qui va l'aider à connaître la littérature, puisqu'elle n'a jamais eu accès à la littérature, et notamment au plaisir de lire, elle ne sait pas lire. Et cette femme va la prendre sous son aile, et à la fin, on a le fameux secret. Le fameux secret, voilà, je ne dévoile pas parce qu'il y a vraiment tout un suspense latent qui monte comme une cocotte minute, c'est impressionnant. Donc vous êtes au cœur de cette tension. D'accord, coup de cœur. Coup de cœur et vraiment découverte. Ouais. Voilà. Et donc le troisième, c'est un ouvrage qui te tient particulièrement à cœur. Voilà, j'ai une passion pour tout ce qui est livres animés. Et là, c'est la première fois qu'on présente un livre de Béatrice Coron, qui est la spécialiste du découpage, donc c'est-à-dire des fresques en papier découpé dans le monde. C'est une grande dame. On peut vraiment aller visiter son site qui est extrêmement bien fait. Et pour la première fois, elle livre avec les éditions Les Grandes Personnes un Leporello. Leporello, c'est un livre accordéon qui date du 19e siècle, enfin une technique beaucoup utilisée au 19e siècle et qui se déploie voilà, comme un système d'accordéon et qui crée donc la magie dans le livre. Et qui vous fait pénétrer dans une histoire sans texte. Mais en fait, c'est vous qui créez votre propre histoire. Et pénétrer dans l'univers de Béatrice Coron, c'est voyager au travers de clowns acrobates, au travers de montgolfières, au travers de sirènes. Et à chaque fois que vous regardez le livre, on peut inventer une histoire différente. C'est génial à la fois comme objet d'art, avec un jeu de lumière. Voilà, c'est très beau sur un mur blanc, mais c'est aussi génial de le lire avec un enfant. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce livre-objet et un peu un pari pour l'éditeur parce que c'est vraiment un livre un peu différent et j'espère de tout cœur que les gens l'accrocheront, tout à fait. Très bien. Je te remercie pour ta très belle sélection. Merci Mathilde. Et puis à bientôt. À bientôt. Et bien voilà, notre émission Dialogue littéraire touche à sa fin. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et de vous dire à l'année prochaine.